Rebonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Merci à vous d'avoir écouté la précédente table ronde avec l'INRIA. Il y a eu plein de choses qui ont été dites. Et pour cette séquence, on va discuter, on va échanger même autour d'un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Soufiane. Soufiane Ajana. Soufiane Ajana, c'est un docteur, il est PhD, il est même lauréat IPhD, il va vous l'expliquer dans un instant. Il est fondateur de Retinet. Il a un parcours intéressant, il a un parcours même inspirant, pour reprendre une expression à la mode. Soufiane, tu peux me rejoindre sur scène, je le tutoie parce qu'on se connaît un petit peu. Et je vais repasser au vouvoiement, je vous invite à prendre place à côté de moi. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Alors je crois que tout le monde vous entend, il n'y a pas de souci. Ok, Alors, le parfait. micro à la de Chavannes, voilà, sur le menton. Ok, nickel. Comme à l'époque. Soufiane, alors je vais faire un petit peu de pub, instant publicitaire. On a enregistré ensemble un épisode du Déclic Deep Tech, qui est le podcast que produit The Meta News sur des exemples comme le tien, des exemples de chercheurs qui ont tenté le coup, qui racontent leur histoire. Donc si vous voulez un peu plus d'informations et un peu plus de contexte sur l'histoire de Soufiane, vous pouvez aussi taper sur votre téléphone Apple Podcast ou autre, le Déclic Deep Tech et écouter le podcast qu'on a enregistré ensemble. En ce qui te concerne, Soufiane, en ce qui vous concerne, pardon, tout commence au Maroc, Ouais. avec cette envie d'aller en France et de faire des études de médecine d'abord. Exactement. Si je me trompe Voilà, pas. donc je suis arrivé en France à 17 ans, juste après le bac, pour faire mes études universitaires ici, pour faire médecine. Et donc c'était une année très très difficile, parce qu'il y avait plusieurs choses qui se passaient en même temps. Voilà, on arrive, nouvelle culture, nouveau pays, nouveau cercle d'amis, nouvel environnement. Et donc cette année de médecine était très difficile, malgré beaucoup de travail et d'acharnement, je n'ai pas réussi à l'avoir. Et puis du coup ensuite, j'étais là, alors qu'est-ce que je fais, comment je pivote? Maintenant je commence à parler avec des termes À l'époque, entrepreneuriaux. vous n'êtes pas dit que vous pivotiez, je pense, mais Non, là aujourd'hui, voilà. c'était un pivot, effectivement. Donc, Exactement. médecine, Voilà. out. Ouais. C'est pas grave. Voilà. Et donc j'ai vu que j'étais très bon en maths et euh, au bac. Et du coup j'ai fait des études de maths à l'université de Toulouse. Et donc j'ai fait études de maths, puis après de statistiques. Et puis après, j'ai découvert l'épidémiologie à travers un stage que j'avais fait au CNRS pendant mon master. Et puis j'étais là, mais c'est trop bien, parce que j'ai toujours voulu revenir vers la médecine, justement après ce premier échec, la première année. Et du coup, c'est parfait, c'est typiquement ce qu'il me fallait, des mathématiques appliquées à la santé. Et c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie aujourd'hui. Et donc, j'ai atterri en épidémiologie, j'ai fait ce stage en master et on me demandait de travailler de 9 h à 17 h, je travaillais de 8 h à 23 h, pas parce que je voulais impressionner les gens, mais vraiment parce que ça m'intéressait, j'étais vraiment passionné par ce domaine. Et c'est là où on m'a dit, bon Soufiane, vraiment, il faut que tu fasses une thèse, tu as vraiment l'air de t'éclater là-dedans. Et j'étais là, ok. Et donc, et là, j'ai postulé pour un poste ici au BPH, donc Bordeaux Population Health Research Center, juste à côté. Si vous voulez aller faire un petit tour, c'est à 30 secondes à pied. Et du coup, j'ai passé l'entretien pour être statisticien dans l'équipe de recherche. Et je leur ai dit, bon, je viens, mais à une condition, que, que, que j'ai l'opportunité de faire une thèse plus tard. Et là, elles me disent, bon, écoute, viens déjà, puis tu verras, tu seras dans un labo de recherche. C'était pas encore assuré, la thèse. Non, non, vous le mais vouliez, mais c'était pas du pas tout. là. Voilà, c'était pas du tout assuré. On m'a dit, entre deux analyses, tu peux aller frapper aux portes des chercheurs dans ton couloir. De toute façon, tu es dans un labo de recherche. Et regarde s'il y en a un qui veut bien te proposer un sujet. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à la fin des 2 ans, toujours pas de proposition de sujet. Et puis j'étais là, les gars, merci en tout cas pour m'avoir accordé ma chance. Mais il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. Et c'est là où j'étais au bon endroit, au bon moment à ce moment-là, parce que il y a l'équipe de recherche qui a décroché un programme dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Donc c'était un consortium européen dont l'objectif était de mieux comprendre la survenue d'une dégénérescence maculaire et cécitante qui s'appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA, ouais, une La maladie chronique qui atteint des millions de personnes. Hein, Exactement, donc la DMLA. Et puis, c'est une maladie héréditaire également. Et il s'avère que j'ai dans la famille. Et donc là, j'étais là, mais c'est quoi cette chance? Enfin, vraiment, je suis dans un labo avec des gens que j'aime, parce que ce sont des gens avec qui j'ai appris à travailler, à collaborer, avec qui
on fait des activités en dehors du laboratoire, je veux dire. Et puis en plus, je fais une thèse sur une maladie qui me touche personnellement à travers ma famille, du coup, et ce qui augmente mon risque de l'avoir dans le futur. Et donc j'étais là, bon bah allez, c'est parti, que l'aventure commence. Ah, vous avez une thèse, pas du tout comme on l'imagine, la thèse où on est reclus, on bosse et on voit personne. Non. Non, pour vous, c'était l'inverse. Moi, moi, franchement, je sais qu'il y a des personnes pour qui la thèse, c'est pas forcément un très bon souvenir parce que ils ont eu des mésaventures. Moi, c'était totalement l'inverse. Et d'ailleurs, je me sens très, très chanceux d'avoir fait une thèse pareille, puisque c'était dans le cadre d'un consortium européen. Donc, on était 14 équipes de recherche et d'industriels qui travaillions ensemble, main dans la main, pour essayer de prévenir la survenue de la DMLA. Et donc, on voyageait souvent chez les uns et les autres pour présenter nos travaux, nos avancements. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que mon anglais s'est amélioré, mais nettement pendant ma thèse. Et l'avantage de ce consortium, c'est que en fait, ce consortium était composé de qui? Il était composé d'ophtalmologistes, de laboratoires pharmaceutiques, de patients atteints de DMLA ou à risque d'avoir la DMLA. Et donc, en fait, tous ces protagonistes-là avaient un besoin. Et nous avons développé la solution en fonction de ce besoin-là. Donc, c'est comme si on n'a pas été dans notre laboratoire en train de faire nos recherches de notre côté, puis après, une fois qu'on a la techno, on sort alors qui c'est qui en a besoin. Non, enfin là vraiment, on a développé la technologie conjointement avec les personnes qui en avaient besoin. Et je pense que c'est ce qui fait que maintenant le projet Retinet est en train de s'accélérer. Enfin, en tout cas. Alors voilà, Retinet, Ouais. c'est votre projet aujourd'hui. C'est finalement la concrétisation à la fois de tout ce parcours. Vous êtes accroché, hein, parce que pour vous, l'échec, ça voulait dire arrêter les études. Exactement, Voilà. non, c'est vrai. Vous ne l'avez pas dit, mais je me permets de le dire. Ouais. Aujourd'hui, vous en êtes là, lauréat PhD, Retinet, et finalement au moment où ça peut vraiment changer, quoi. Ouais. Après Retinet, c'était vraiment Donc déjà, l'idée a commencé à germer pendant la thèse, parce que pendant justement cette thèse-là et ce consortium européen, donc nous avions un work package dans ce programme européen Horizon 2020, qui maintenant s'appelle Horizon Europe, qui était dédié à la formation des doctorants et jeunes docteurs à l'entrepreneuriat. Ce que j'ai pas eu la chance de découvrir ou de vivre pendant ma thèse, parce que je pense que nous sommes tous conscients qu'il y a maintenant de plus en plus de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans les labos de recherche, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est un bon début, mais je pense que le plus dur est encore à faire. Enfin, personnellement, c'est mon opinion personnelle. Mais donc après, grâce à ce work package-là, nous avons pu être sensibilisés à l'entrepreneuriat avec les autres doctorants du consortium européen. Et donc, cette idée a commencé à germer. Puis à la fin de ma thèse, tout le monde voulait faire un postdoc. Et moi, je ne me projetais pas dans un postdoc parce que je sais pas, je voulais pas laisser mes travaux de recherche prendre la poussière dans un labo de recherche et peut-être quelque part, un jour peut-être quelqu'un va venir et travailler dessus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que après la thèse, on fait un postdoc et puis le postdoc, on suit l'argent. On ne suit pas forcément le sujet de recherche parce que il faut aller là où il y a de l'argent parce que c'est là-bas où on peut être financé et puis mener nos recherches même dans un autre thème et dans une autre thématique des fois. Et donc, moi, j'étais plus orienté entrepreneuriat. Puis à la fin de la thèse, j'étais là, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis rappelé pendant la thèse que je vulgarisais beaucoup mes travaux de recherche. J'ai fait beaucoup d'événements, comme ma thèse en 180 secondes, par exemple, comme PBHD, comme toutes ces initiatives qui permettent aux jeunes chercheurs de vulgariser leurs travaux et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Et j'avais réalisé qu'il y avait très peu de gens qui savaient ce que c'était que la DMLA. Oui. Vraiment très très peu de gens. Quand j'allais dans les bars par exemple, ou à Cap Science, ou également dans d'autres parties. Et du coup, je me suis dit, il faut faire quelque chose là-dessus. Et donc, j'ai essayé d'agir à ma propre échelle. Dans ce que j'ai fait, c'est un peu... vous pouvez trouver ça un peu bizarre, mais j'ai pris mon vélo et je me suis dit, vas-y, fais un tour d'Europe à vélo. Et donc, tous les soirs, je dormais chez les gens. Donc, je frappais aux portes des gens en leur demandant de m'héberger. Et j'en profitais pour leur parler de la maladie. Et puis d'ailleurs, l'une des personnes qui m'avait hébergé... Vous avez rencontré quelqu'un qui a un grand rôle dans tout ça. Finalement, vous l'avez rencontré par hasard au cours de ce tour d'Europe à vélo. C'était en France. Racontez-nous cet événement, ce déclic un peu, puisque je reprends, c'est un épisode que Soufiane raconte et raconte très bien dans l'épisode du podcast. Non, c'est vrai. Donc, j'étais en voyage, j'étais arrivé à Dole.
J'avais 100 km dans les pattes et vraiment quand vous faites 100 km de vélo dans la journée, vous ne sentez pas très bon, loin de là. Et du coup, j'arrive chez cette personne et donc je frappe à la porte et là, c'est cette personne qui m'accueille et qui me permet de dormir chez elle. Et l'une des personnes présentes dans cette maison avait la DMLA. Et donc, et c'était la première fois vraiment que j'étais avec quelqu'un qui avait les stades avancés de la DMLA, parce que dans la famille, nous avons les stades précoces, personne n'a encore le stade avancé. Et donc là, vraiment, je pouvais voir à quel point cette maladie l'handicapait dans sa vie de tous les jours. Et, euh, et après avoir discuté avec elle toute la nuit, vraiment, enfin, il y a un moment, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, elle me dit, bon, Soufiane, regarde ma condition actuelle. Et vraiment, si tu peux, de près ou de loin, faire quelque chose contre cette maladie, ben, s'il te plaît, n'hésite pas, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ces avancées en recherche sur la DMLA. Et là, en ce moment, il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Il y a très peu de prévention autour de cette maladie. Et donc, à toi de faire bouger les choses. Et ce que vous faites bouger finalement, en n'ayant pas lâché le fait de vouloir traiter cette maladie, de vouloir proposer une solution pour cette maladie, c'est Rétinette, concrètement. Exactement. Ma Rétinette, en fait, a commencé pendant ce voyage à vélo également, puisque avant de voyager en vélo, en fait, c'était en juin 2020, donc il y avait le confinement, tout le monde était chez lui, confiné. Et puis moi, du coup, pendant ce temps-là, ben, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et j'étais là, ben, vas-y, ben, écris des projets, et puis postule à des appels à projets, puis tu vois ce qui prend. Et puis c'est bon, puis après je suis parti en voyage à vélo, et là, pendant le voyage à vélo, je reçois un mail me disant, bon ben Soufiane, vous êtes présélectionné. Et donc ce mail-là provenait donc de l'Université de Bordeaux, via une initiative qui s'appelle Spark. Donc c'est une initiative lancée par l'Université de Stanford de médecine aux États-Unis, qui encourage la recherche translationnelle, donc pour encourager les jeunes chercheurs comme moi d'aller de l'idée jusqu'aux soins des patients. Et donc pendant le voyage, il fallait que je fasse un entretien. J'avais pas rien, enfin j'avais rien du tout. J'avais pas de PC, pas de clé USB. J'avais juste 2 caleçons, 2 t-shirts et puis C'est la débrouille pour et aller ma parler, paire de godasses. pour aller parler à Stanford, c'est la débrouille quoi. C'est Faut ça, essayer de- exactement. Donc j'ai passé cet entretien avec mon smartphone. J'ai fait la présentation sur une tablette qui m'a été prêtée. Enfin, en gros, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, en tout cas pour moi, j'étais là. C'était l'aventure. C'était l'aventure de A à Z. Et la bonne nouvelle est tombée une semaine plus tard. Enfin, j'ai été sélectionné pour avoir cet accompagnement. Et d'ailleurs, enfin, je profite d'être ici pour remercier l'Université de Bordeaux parce que ce programme Spark rentre dans le cadre de l'IDEX, du coup, de l'Université de Bordeaux. Et donc, enfin, c'est aussi pour montrer que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait très peu de sensibilisation autour d'entrepreneuriat pour les jeunes chercheurs, mais comme je dis, enfin, les choses s'activent aussi également grâce, par exemple, à ce programme d'accompagnement Spark. Et donc, grâce à ce programme d'accompagnement, j'ai eu maintenant 2 ans de post-doc d'innovation qui ont été financés. Et du coup, maintenant, ben, je suis à la 2e année. Ça a donné naissance à Rétinette, principalement via l'accompagnement également de l'ASAT Aquitaine Sciences Transfert, puisque pendant ma thèse, j'avais déposé déjà un brevet pour protéger justement des travaux que j'avais effectués. Et puis, naturellement, c'est grâce à l'ASAT que le brevet a été déposé. C'est via eux, via leur expertise. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont dit, bah, Soufiane, en fin de compte, ton projet n'est pas si mal que ça. Et du coup, vas-y, on te met en relation avec Chrysalink, qui est donc l'incubateur de l'ASAT. Et puis l'aventure a commencé avec Dina, Nicolas, Rebecca, Tatiana, d'ailleurs que je remercie, je ne sais pas s'ils sont là, mais je les remercie chaleureusement pour leur accompagnement et puis pour leur soutien. Alors, tout ça va très vite. L'année prochaine, ça se trouve, vous êtes complètement ailleurs. Ben, Non, vous continuez l'incubation l'année prochaine. mais hier, en fait, on m'a posé la question, on m'a dit, alors Soufiane, où tu te vois? Et c'était juste avec mes colocs, et je leur ai dit, ben, franchement, là maintenant, ce projet, c'est ma vie, quoi. Et du coup, ben, j'irai partout où mon projet me mènera. Donc, si jamais je dois aller aux États-Unis, ou si jamais je dois aller, enfin, je sais pas, mais vraiment, moi maintenant, c'est ma priorité et je vois le potentiel qu'il a. Et peut-être juste du coup 2 mots sur le projet parce que du coup, enfin, j'ai pas beaucoup Bien parlé sûr. de Rétinette. Ouais. Donc, pendant ma thèse, j'ai développé un modèle de prédiction qui va permettre de prédire le risque de progresser vers les stades avancés de la DMLA dans 5, 10, voire 15 ans, avec une précision de l'ordre de 92%, qui est donc la plus grande précision sur le marché. Et donc, une fois que j'ai mis en place ce modèle de prédiction, j'ai voulu le rendre accessible aux ophtalmologistes justement pour qu'ils puissent s'en servir dans leur routine clinique. Et donc, naturellement, je l'ai intégré grâce à mon équipe de recherche. Bien sûr, ce n'est pas le travail d'une personne, mais c'est le travail de tout un consortium d'ailleurs. Nous l'avons intégré dans une plateforme digitale
qui est donc maintenant accessible, macutest.com. Enfin, je vous enverrai les coordonnées via la Deep Tech. Ouais, absolument. Et Sur voilà. sur le Exactement. logiciel, ouais. Et donc maintenant, l'objectif maintenant, c'est de commercialiser cette plateforme digitale auprès des ophtalmologistes, mais également auprès des labos pharma, mais également essayer de prendre le shift digital maintenant qui a été accéléré par le Covid pour essayer aussi d'utiliser un peu la plateforme comme un lien entre l'ophtalmologiste et le patient dans le cadre de la télémédecine. Donc vraiment, il y a énormément de marché potentiel, il y a énormément de potentiel tout court pour cette nouvelle technologie. Et franchement, enfin, chaque jour que je me lève, je me dis alors, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Alors, quel partenariat nouveau je vais lancer aujourd'hui? Et puis aujourd'hui, enfin, je suis devant vous et vraiment, ça me fait plaisir déjà de voir autant de personnes s'intéresser à la deep tech, à l'entrepreneuriat, surtout dans une université, des labos de recherche. Donc en tout cas, merci beaucoup à toi encore Laurent pour ton invitation, puis merci à vous d'être présent ici aujourd'hui. Merci Soufiane, merci à toi. De l'avantage d'être bon en maths, hein, du coup ça mène un peu partout. Maths et médecine, voilà. C'est vrai. Bonne continuation Soufiane, bravo à lui. Merci beaucoup. Merci. Sous les applaudissements. Merci. À très bientôt. Alors je vais céder la place à mon tour à la deuxième table ronde qui va se dérouler de midi à un petit peu avant 13h. Faites comme eux, créez votre start-up dont j'appelle les intervenants sur scène tout de suite. Je vous remercie.